Nous attendons encore Monsieur Yann qui sera là d'un moment à l'autre. Encore quelques minutes de patience, on démarre d'ici quelques minutes. Merci beaucoup pour avoir accepté déjà cette invitation ce soir. Ok. Nous allons échanger plutôt sur un sujet en tout cas très intéressant parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un projet. Quand nous nous lançons dans nos études, c'est un projet. Quand nous créons une entreprise, c'est un projet. D'habitude, j'aime rire avec les gens, je dis même que se marier, c'est un projet. Avoir un enfant, c'est un projet. Bien Euh, sûr. Acheter un véhicule, c'est un projet. Tout ce qu'on fait, c'est un projet. Alors, ce qui me pousse à dire que un projet, c'est ça qui nous permet en fait de réussir ou d'échouer. Ok. Quand on parle de réussir ou quand on parle d'échec, tout part d'un projet. On ne peut pas réussir sans projet. On ne peut pas échouer sans projet. Parce que tout ce qu'on entreprend, de base, c'est un projet. Yeah. On veut faire quelque chose. Dès qu'on se dit je veux faire ça, c'est un Ok. projet qui commence. Dès qu'on emploie je veux X chose, Yeah. c'est un projet qui commence. Dès qu'on dit que voilà, j'ai échoué, j'ai fait X ou Y chose, dès qu'il y a faire là-dedans, c'est un projet. Et du coup, lors de ce webinaire plutôt, nous allons échanger, j'allais dire formation, ces derniers temps, je suis trop dans les formations. Mais bon, je vais essayer de tenir avec le terme webinaire. Ok. Alors, lors de ce webinaire, nous allons échanger sur la gestion de projet. Bien Qu'est-ce que évidemment. ça veut dire gérer un projet? Alors pour ça, pour tout ce qui est, c'est tout celui qui est en train de nous suivre, je ne suis pas euh, assisté ou j'ai pas invité quelqu'un qui ne comprend rien du sujet. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Yannick Kilouba, qui est un expert en project management. J'ai eu à échanger déjà de base avec lui. Alors, si je peux faire un petit récap ou une petite présentation de Monsieur Yannick, c'est déjà un project manager. Il a eu à travailler dans plusieurs entreprises. Il aura à nous relater son parcours. Il a eu à effectuer justement plusieurs choses pour des entreprises, pour des grandes entreprises. Et pour lui, il court derrière la réussite. Tout ce qu'il fait, c'est pour la réussite des entreprises. Et il le fait grâce à sa gestion de projet. Aujourd'hui, il est CEO, pour dire chargé des opérations au sein de l'entreprise Emerge Leadership Academy. Et il a aussi travaillé avec plusieurs autres grosses boîtes dans la gestion. Donc, je veux laisser cette place ou ce rôle-là lui-même. Il va essayer de nous parler de M. Yannick. Qui est M. Yannick Kilouba? Alors, Yannick, peux-tu nous dire en quelques mots, une minute, qui est Yannick Kilouba? Eh bien, bonsoir à tous ceux qui se sont connectés à ce webinaire. Alors, Monsieur Yannick Kilouba, c'est juste un passionné des résolutions de problèmes. Je n'étais pas parti déjà au départ pour être un gestionnaire de projet, mais dans mon cheminement de la vie académique, j'ai fini par comprendre que la résolution des crises, la résolution de situations dans notre communauté déjà locale posait problème. Et c'est ce qui m'a motivé à prendre ce chemin de gestion de projet pour savoir comment est-ce que nous pouvons donner de gestion de projet, quelqu'un qui aime bien résoudre des problèmes et proposer des solutions sous le long terme. Voilà, merci. Merci Yannick, c'est vraiment très bref. Je pensais que tu nous aurais au moins parlé de deux, trois entreprises, de plusieurs entreprises. Tu aurais apporté justement ton expertise. Ah, ok. Déjà, pour dire, j'ai
à travailler. Je suis project manager de Emerge Leadership Academy. J'ai travaillé ressources SARB. J'ai travaillé avec Young Holding. J'ai travaillé avec BMG aussi sur certains projets. On a eu à travailler ensemble. Voilà un peu mon petit parcours. Ok, merci beaucoup. Merci, on comprend déjà qu'il y a quand même de l'expérience. En tout cas, tu m'inspires beaucoup. Le pourquoi j'ai vraiment Merci. voulu que tu puisses prendre part à ce webinaire. Alors, sans toutefois tarder, nous allons vraiment nous lancer dans le sujet. Donc, la gestion de projets comme ça se fait. D'abord de base, avant d'aller dans quoi que ce soit, peux-tu nous dire c'est quoi gérer un projet? Déjà de base, c'est quoi gérer un projet? Ressources. Parce que quand on dit un projet, c'est quoi un projet? Un projet est constitué de 3 éléments importants. C'est les ressources. Et ces types de ressources, il y en a 3. Il y a les acteurs, ça veut dire des individus qui vont devoir avoir des compétences requises par le projet. Et après, il va y avoir les moyens qui doivent être déployés pour gérer le projet. Après, les coûts. Donc, dès le moment où vous entendez ces 3 éléments réunis, il s'agit de la gestion d'un projet. C'est même pour cette raison que lorsque vous parliez, vous disiez qu'il y a la demande des compétences, des moyens et des coûts. Ces 3 éléments font de tout ce que vous faites en projet. Voilà. Merci. Ok, merci. Alors, je passe à une autre question. Quelles sont les étapes, selon vous, qui sont essentielles pour démarrer un projet du bon pied? Ok. D'abord, il faut comprendre que les projets ne se valent pas. Ça, c'est la première des choses. Et c'est quoi un projet? Parce que dès le moment où nous parlons de projet, certaines personnes saisissent le projet dans un sens un peu beaucoup plus péjoratif. Ils le saisissent dans un sens un peu beaucoup plus complexe. Alors, comme je venais de l'expliquer tantôt, un projet, c'est une réponse à une question. Vous êtes dans une communauté, il y a un besoin, et vous y répondez en y apportant une solution. Dès le moment où vous êtes la solution à une question qui a été posée et que cela doit engager des ressources données, eh bien, il s'agit bien d'un projet. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Alors, en ce qui concerne les étapes, d'abord, la première des choses, il faut identifier les besoins et les objectifs. Il faut identifier les besoins et les objectifs des utilisateurs de la solution que vous allez proposer. Ça, c'est la première chose. Donc, vous ne proposez pas un projet si cela ne répond pas à un besoin évident d'une communauté donnée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés à pouvoir créer des solutions. Beaucoup de personnes ont du mal à pouvoir vendre leurs solutions. Pourquoi? Parce que dès le départ, ces personnes ne se sont pas posé la question de savoir à qui j'adresse cette solution-là. Donc, la première des choses, il faut identifier le besoin et puis se fixer les objectifs à atteindre avec les utilisateurs de la solution que vous allez proposer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut faire un cadrage de projet. Alors, c'est quoi un cadrage de projet? Alors, c'est ici que l'on définit les contours d'un projet du point de vue organisationnel et opérationnel. Et cette étape ici prend plus de 70% de l'organisation d'un projet. Dès le moment où vous avez échoué à cadrer, à faire le cadrage de votre projet, il est pratiquement impossible que vous puissiez réussir la suite. Et bien, pourquoi? Parce que les grandes lignes de votre projet, c'est là que vous les définissez. Comment vous mesurez, quels sont les moyens qui vont être déployés, qui va faire quoi et pendant combien de temps ceci va être fait. Donc ça, c'est le deuxième élément à prendre en compte. Troisièmement, vous avez la formation d'équipe. Déjà, dès le moment où vous avez défini le cadrage de votre projet, il va falloir constituer une équipe. Alors, si vous faites un mauvais casting des personnes qui doivent vous accompagner, vous aurez échoué avant même d'avoir commencé. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut savoir. Aujourd'hui, il y a des personnes
qui commencent leur projet, qui ont des très bons projets, mais qui choisissent leurs amis ou les membres de leur famille, ou qui choisissent au hasard les personnes qui doivent les accompagner. N'oubliez pas une chose, tout projet est une solution que vous apportez. Et les personnes qui doivent solutionner le problème doivent avoir certaines compétences. Et ces compétences-là, ce sont des compétences techniques, ça peut être des compétences managériales, ça peut être différents types de compétences. Alors, si vous sélectionnez des personnes, vous choisissez des personnes que vous ne placez pas à l'endroit qu'il faut dans la constitution de l'équipe de votre projet, vous aurez des problèmes pour réaliser votre projet. Donc ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est la planification. Déjà là, qu'est-ce que vous faites? Vous devez définir toutes les grandes lignes du projet qui peuvent vous servir d'indicateurs de clés de performance dans l'évaluation des résultats. Alors, avant de lancer le projet, vous le planifiez déjà. Vous savez à l'avance quelles sont les tâches, quelles sont les tâches que chacun doit exécuter tout au long du processus des projets. Par exemple, vous constituez une équipe, vous voulez concevoir un logiciel. Il y a des programmeurs, il y a des concepteurs réseau qui vont devoir construire l'architecture du réseau. Vous avez les designers, vous avez les vendeurs, vous avez les marketeurs, vous avez toute cette équipe-là. Et vous allez comprendre que dès le moment où vous êtes en train de constituer l'équipe, chacun a un rôle très bien précis. Et les tâches doivent être bien orchestrées. Vous devez tout organiser à la lettre. Donc, vous partez de l'étape 1, vous passez à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et à la sixième. Et de ce fait-là, vous pouvez maintenant bien contrôler le timing de l'exécution de votre projet. Vous comprenez l'importance de la planification? Voilà. Ouais, la planification, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que déjà, le projet lui-même, avant que vous ne définissiez le coût, le timing est important parce que le temps influence le coût. Parce que, imaginez-vous, il y a des projets qui peuvent aller sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Et si vous travaillez sur des projets qui doivent aller sur le long terme comme ça, il y a des éléments qui viennent influencer les coûts. Il y a des éléments qui viennent influencer l'environnement. Et cela affecte directement les coûts que vous avez engagés dans votre projet. Alors, c'est pour cette raison qu'il est important de bien planifier pour savoir à quel moment vous allez amorcer tel processus et anticiper déjà des risques potentiels sur le long terme. C'est pour cette raison que la planification à ce niveau-là est impérative pour dire qu'elle est obligatoire. Après ça, cinquièmement, vous passez à la mise en place de l'infrastructure. Donc, à ce niveau-là, on doit juste s'assurer que l'équipe dispose de tous les outils nécessaires pour pouvoir réaliser le projet. Après, sixièmement, ce que vous allez faire, c'est créer une feuille de route qui détaille les différentes phases d'un projet et les délais de réalisation. Pourquoi est-ce que vous devez avoir cette feuille de route-là? Lorsque vous êtes en train de gérer des équipes, vous, en tant que manager de projet, vous avez la compréhension globale du projet. Et vous avez une façon de saisir le projet que d'autres n'ont pas. Pourquoi? Parce que c'est vous qui connaissez, qui comprenez les tenants et les aboutissants. Vous savez, vous connaissez, vous maîtrisez toutes les parties prenantes du projet et quels sont les objectifs que vous poursuivez. Mais les acteurs qui vous accompagnent peuvent comprendre de fois que les parties que vous leur donnez. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison-là qu'il est vraiment impératif d'avoir une feuille de route pour leur permettre de savoir que nous avons fini la première phase, la deuxième et la troisième phase. Et pour vous, à chaque fois que vous partez d'une phase à une autre, vous êtes en train de réaliser votre projet dans la globalité et eux sont en train d'exécuter des tâches au quotidien et ils les atteignent. Et de cette façon-là, vous évoluez pour réaliser l'intégralité de votre projet. Septièmement, vous devez créer une liste initiale des fonctionnalités ou des tâches à réaliser, qu'on appelle dans notre jargon les backlogs du produit. Donc, lorsque vous devez exécuter des opérations, je vous donne un exemple très simple. Lorsque je viens chez vous, monsieur Clerc, vous voulez que je vous construise une maison et que je viens, je vous dise, votre maison va me coûter 20 000 dollars et que je ne présente pas tous les éléments de calcul qui m'ont permis de pouvoir fixer ces 20 000 dollars et pendant combien de temps je vais réaliser le projet, vous allez me prendre pour un aventurier. Par contre, lorsque quelqu'un vient, il vous dit, monsieur Clerc, votre maison va coûter 80 000 dollars
Et voilà ce qui va se passer. J'aurai besoin de 2 ingénieurs en construction. J'aurai besoin de 2 graphistes. J'aurai besoin de 4 aides-maçons. J'aurai besoin de tel matériel, tel matériel, tel matériel. Puisque votre maison va être construite sur 20 000 mètres carrés, chaque jour, nous allons commencer à construire, par exemple, 2 000 mètres carrés. Alors, il va nous falloir des briques de dimension 30 à 15 centimètres. Vous comprenez? Et ces briques-là, si nous voulons construire 2 000 mètres, par exemple, carrés par jour, il va nous falloir tel nombre de briques qui vaut à tel montant. Vous comprenez ça? Oui. Alors, quand vous avez quelqu'un qui est capable de vous présenter les choses de cette façon-là, vous avez des arguments qui vous permettent de faire quoi? D'évaluer le travail qu'il va vous présenter. Parce que c'est sur base de cela que vous pouvez le suivre plus tard. Vous comprenez un peu? Effectivement. Eh bien, c'est pour cette raison qu'il est important que vous puissiez créer une liste initiale de toutes les fonctionnalités, par exemple, dans le cas des applications. Mais si c'est dans le cas de la construction d'une maison ou d'une route, il est impératif que vous fixiez tous ces paramètres-là. Et enfin, un 8e élément, si je peux me permettre de l'intégrer, le 8e élément, c'est le lancement du premier sprint du travail. Donc, c'est là que vous démarrez le premier cycle du développement de votre projet. OK? Voilà. Je pense que ce sont les 8 éléments peut-être il peut y en avoir 9, certainement, mais à mon bon sens, je pense que les 8 peuvent déjà aller. Merci. OK. En tout cas, merci beaucoup pour l'énumération de ces éléments. Je pense que nous avons bien compris et bien noté ces 8 points. En tout cas, moi, je les trouve très pertinents. Et ça me pousse déjà à parler de mon deuxième point ou à poser ma deuxième question. Euh, Nous entendons partout parler des objectifs SMART. Il faut avoir des objectifs SMART, ainsi de suite. Selon vous, comment définir des objectifs SMART pour un projet? Mais avant tout, déjà, il faut bien éclairer tout le monde. C'est quoi un objectif SMART? Si vous voulez nous dire c'est quoi un objectif SMART, et puis par après nous dire comment justement définir des objectifs SMART. Très bien, et merci pour la question. Les objectifs SMART veut dire quoi? SMART, bon, c'est un sigle. S veut dire spécifique. M veut dire mesurable, A accessible, R réflexive et T temporel. Alors, je vais expliquer ce que cela veut dire. Vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs qui ne sont pas spécifiques. Ça veut dire que avant que vous ne puissiez aborder un projet, vous devez avoir des objectifs clairs. Je donne un exemple simple. Supposons que vous voulez concevoir une application de sécurité. On dit que dans la ville de Lubumbashi, il y a de l'insécurité. Et je veux concevoir une application de sécurité. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a, premièrement, les objectifs dans la concoction de l'application pour voir comment est-ce que cette application va devoir fonctionner. Deuxièmement, il y a des objectifs du point de vue opérationnel, des acteurs qui vont devoir engagés lorsque la solution applicative est engagée. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? Oui. Alors, supposons que je dise, nous allons concevoir une application de sécurité. Alors, comment est-ce que je dois être spécifique par rapport à une application de sécurité? Parce que la sécurité, elle est vaste. Mais si je dois circonscrire l'orientation de mon projet par rapport aux objectifs qui doivent être spécifiques, je vais dire par exemple ceci, je me retrouve dans une zone et que je suis poursuivi par des bandits, par des shégés ou par qui que ce soit. D'accord? Eh bien, il me suffira d'appuyer sur une touche dièse pendant 3 secondes. Et si j'ai déjà souscrit à cette assurance sécurité, qu'est-ce qui se passe? Le signal va être envoyé à un terminal quelque part. Et de ce terminal-là, le signal va être envoyé à des équipes qui sont sur terrain dans une zone donnée, qui sont par exemple une équipe de sécurité qui travaille avec la police. Et ces gens auront des informations pour venir vous aider en fonction des paramètres qui leur ont été envoyés par rapport au signalement que vous avez envoyé. Est-ce que vous comprenez ça? Effectivement. Voilà. Alors là, je viens de vous expliquer des objectifs de manière très spécifique. Je vous parle des objectifs de manière très spécifique par rapport à une application et on sait que cette application va répondre à tel besoin de manière très, très objective. Ça, c'est la première. Mesurable. Alors, les objectifs doivent être mesurables. Comment est-ce que vous réfléchissez
sur comment est-ce que les objectifs doivent être mesurables. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la sécurité. Supposons que la législation congolaise interdise l'accès à des informations qui concernent la population congolaise. Et que vous, dans votre application, pour pouvoir sécuriser quelqu'un, il faut que vous arriviez à identifier la personne. La personne a cliqué sur une touche. C'est vrai que c'est une information qui a été envoyée et l'information qu'on a eue, on a eu sur un numéro, le numéro du téléphone ou par exemple de l'adresse IP qui a été tracée par rapport au téléphone. Mais il ne s'agit pas de l'adresse IP. Pourquoi? Parce que cette adresse IP peut varier à chaque instant. Vous comprenez? Alors, il va falloir qu'on ait l'identité de la personne qui a envoyé ce signal-là. Alors, la législation congolaise, par exemple, elle dit, vous ne pouvez pas, vous, en tant que civil, avoir accès à cette information-là. Vous comprenez? Alors, pour pouvoir mettre en œuvre une solution comme celle-là, vous devez entrer en relation avec les autorités. OK? Et ces autorités vont vous dire ce qui est faisable ou pas. Du point de vue technique, cela peut être faisable, mais du point de vue politique, cela n'est pas faisable. Est-ce que vous comprenez ça? Effectivement. Exactement. Donc, quand on dit que cela est mesurable, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans le déploiement de cette solution-là qui doivent être pris en compte. Est-ce que cette solution que je suis en train de déployer là va être correctement déployée par rapport à cet environnement? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Accessible. Qu'est-ce que veut dire accessible? Quand on dit que l'objectif doit être accessible, déjà, quand vous développez une solution, il faut que vous arriviez à comprendre une chose. Lorsque vous êtes un porteur de projet, vous devez avoir une compréhension globale de votre projet. C'est vous qui portez le projet, c'est vous le projet. La première compétence qui va assurer la réussite du projet, c'est vous. Ça, vous devez le comprendre. Mais dans un autre cadre aussi, c'est vrai que vous avez peut-être besoin d'argent seulement. Vous pouvez engager des personnes pour faire certaines choses. Mais même avoir de l'argent pour engager ces personnes-là, il faut connaître ces personnes. Donc, cela requiert de votre part certaines compétences. Est-ce qu'on comprend? Effectivement. Eh bien, cela requiert de votre part certaines compétences. Alors, dans le rassemblement de votre équipe ou dans la sélection des personnes avec lesquelles vous allez devoir travailler par rapport aux compétences requises par votre projet, vous vous dites, est-ce que les compétences que j'ai, les moyens que j'ai et l'environnement dans lequel sera déployée cette solution-là, est-ce que cela est accessible? Cela m'est accessible d'abord moi, en tant que personne par rapport à mes propres compétences. Est-ce que cela est accessible par rapport à l'environnement dans lequel je vais déployer ce projet? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'une solution, déjà, comprenez qu'une solution doit engager des coûts. Quand je dois développer une solution, quelle qu'elle soit, ça engage des coûts, pas seulement pour moi, même pour des personnes qui viennent souscrire à cette solution-là. Je me dis, par exemple, je suis en train de développer une solution donnée, mais cette solution va devoir peut-être coûter beaucoup plus cher et que, quoi qu'elle soit importante, les personnes auxquelles cela est destiné ne peuvent pas pouvoir la payer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ça, ce sont les éléments qu'il faut prendre en compte. Après, comprenez une chose, le temps. Tout projet doit être fait en rapport avec le temps. Déjà, avant de lancer un projet, quand vous venez à moi ou que vous alliez chez quelqu'un, toute personne aimerait savoir pendant combien de temps vous allez devoir exécuter. Ça, c'est la première des choses. Il se dit, OK, c'est dans une année, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. Pourquoi est-ce qu'on pose ces questions-là? Parce que vous pouvez développer une solution qui doit être finie, par exemple, dans 3 ans. Et dans 3 ans, les paramètres ont changé. L'environnement a évolué. Et la solution, elle était peut-être importante aujourd'hui, mais demain, elle ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pour cette raison que dans l'implication de la méthodologie agile que nous aimons beaucoup, que j'aime personnellement beaucoup plus appliquer dans le développement des projets, je vois ce facteur-là influencer absolument tout. Le temps influence absolument tout. Parce que quand je parle du temps, je vois les facteurs, les variables qui peuvent être intégrées directement ou indirectement au projet et qui vont influencer son application. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que quand on vous dit que votre projet soit smart, eh ben, ce sont ces éléments-là qu'il faudrait prendre en compte. Oui. Alors, comment les définir en 1 minute? Comment définir ces objectifs SMART? Alors, posez-vous juste une simple question. Quelles sont les différentes ressources que vous avez à votre disposition pour réaliser ce que vous voulez réaliser?
Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que l'environnement vous le permet? Et si vous répondez à ces questions-là, vous avez vos objectifs SMART. Voilà. Ok, très, très bien résumé, en tout cas. Je ne pensais pas que cette question serait si facile. Les objectifs SMART en soi. Euh, nous sommes dans un monde beaucoup plus orienté numérique, OK? digital. Yeah. Est-ce que, selon vous, quels sont les outils, Mhm. peut-être même techniques? Mhm. Je pense, pendant la première question, vous avez beaucoup plus parlé de planification et ainsi de suite. Selon vous, quels sont les outils ou techniques qu'il faut mettre en place, que nous devons peut-être mettre en place pour justement planifier efficacement un projet? Avez-vous des outils, des techniques à mettre en place? Déjà, euh, comme je l'ai dit tout au départ, tous les projets ne se valent pas. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce que c'est le projet qui vous dit quels sont les outils à utiliser. Alors, je vais aborder un tout petit peu quelques méthodologies pour que vous compreniez. Parce que chaque constitution d'un projet nécessite une façon d'aborder la question. La manière selon laquelle vous devez aborder la résolution d'une question, elle est importante. Et pour pouvoir le faire, il faut que vous vous définissiez une méthodologie d'abordage qui vous permet de pouvoir solutionner votre projet. Eh bien, pour quelle raison d'abord? Tout simplement parce que si vous avez défini une méthodologie donnée, cette méthodologie-là va vous permettre d'élaborer des processus, des procédures en cas de quoi, en cas de difficulté ou en cas de problème. Et vous saurez comment est-ce que vous allez amorcer votre solution. Déjà là, on a la méthodologie, par exemple, agile, on a la méthodologie hybride, on a la méthodologie PERT, on a la méthodologie Prince 2, on a la méthodologie Lean. Il y a plusieurs types de méthodologies. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces méthodologies-là? C'est parce que lorsque on doit apporter une solution, la manière de réfléchir pour apporter une solution, elle est différente. Je vous donne un exemple simple. Supposons que nous voulons construire un mur pour sécuriser la RDC. On veut construire un Ouais. mur. La RDC, c'est un très grand pays. Vous comprenez? Mhm. Alors, s'il me faut d'abord tracer la fondation qui va porter la fondation qui va devoir porter le mur. Si je dois tracer cette fondation sur tout le périmètre, certains tours de la fondation que l'on avait tracé seraient bouchés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, Ouais. dans Mhm. ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Dans le projet, vous vous dites, par exemple, si nous avançons sur 1 kilomètre, que nous commençons déjà à élever le mur. Ce qui fait qu'il y a plusieurs étapes qui vont déjà être franchies avant que nous n'ayons fini le projet. Maintenant, dans l'organisation du projet, dans l'échelonnement des opérations, dans l'orchestration des processus, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir définir une méthodologie qui me permet, par exemple, de relier l'étape 1 à l'étape 15, l'étape 2 à l'étape 20. Pour quelle raison? Parce que moi, en tant que gestionnaire de projet, ce que je dois faire, c'est quoi? Ce que je dois maximiser le temps. Parce que pour moi, le temps, c'est de l'argent sur le projet. Chaque jour ou Mhm. chaque heure ou chaque minute qui passe sur le projet me demande de l'argent. Et puisque je dois gérer des personnes, que je dois gérer de l'argent, il est important que je gère le temps. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je cherche une façon d'organiser qui me permette en même temps, sur un autre point, je suis à 0, mais sur un autre point, j'ai déjà réalisé 10 pas directement. Donc, ce qui fait que sans avoir fini le projet, déjà, une partie du pays va commencer à jouir d'une solution d'une certaine façon. Est-ce que vous arrivez à saisir? Effectivement, oui. Voilà. Donc, là, par exemple, vous avez plusieurs types de méthodologies qui vont devoir définir de quelle manière vous allez devoir organiser les processus. Voilà. Après, maintenant, je vais répondre à votre question. Là, je voulais que les choses soient un peu claires de cette façon-là pour que nous le comprenions. Alors, moi, généralement, être terrorisant pour des petits projets. Donc, j'utilise MS Project, j'utilise Excel,
J'utilise aussi Visio pour tracer mes diagrammes. Et j'utilise aussi Power BI pour des flux de données. Si les données sont importantes et que je suis sur un site et que je dois travailler ici et que certaines personnes avec qui je dois travailler sont à distance et que les flux de données sont importants pour des liaisons comme ça, je peux utiliser Power BI. Donc, l'outil que moi j'utilise, comme je l'ai dit tantôt, c'est MS Project, Excel, Visio et Power BI. Voilà. Ok. J'ai au mois de mars, concernant OK. le project management, euh, euh, ça va de visio. Je pense que ça va se passer chez Emerge du. On parlait un tout petit peu. On appelle les ingénieurs, on étudie l'environnement. On dit par exemple ici la friction va être forte, donc la constitution du mortier doit être A, doit être B, doit être C, doit être D. OK? Donc on définit des paramètres. Mhm. Et ce sont ces paramètres-là qui nous permettent d'anticiper les risques. Donc avant même d'aborder la question, on sait que dans un environnement comme celui-ci, il peut y avoir des précipitations, il peut y avoir tel ou tel autre Mhm. les gérer. On a eu un problème à Kinshasa avec la cité du fleuve de l'autre côté, où on voyait toujours des inondations. Et ceux qui ont construit, qui ont eu à élaborer ce projet-là, n'ont pas pu analyser tous ces paramètres-là. Et beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont engagé des gros moyens sur ces projets-là. Et aujourd'hui, ils sont en, ils sont en crise. Pourquoi? Parce que dès le moment où il y a beaucoup de précipitations, ils n'arrivent pas à gérer de l'eau. Et ça devient compliqué pour pouvoir accéder à leurs immeubles. Alors, lorsque vous voulez déployer un projet, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que dès le départ, vous analysez tous ces paramètres. Voilà. Si nous construisons, par exemple, cet immeuble à 200 mètres de l'eau, si les précipitations arrivent à tel niveau, puisque nous sommes dans un environnement chaud, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter ce risque? Et c'est ce qui fait que quand vous déployez votre solution, vous savez déjà que potentiellement, il y a des risques X, il y a des risques Y que nous courons lorsque nous faisons ceci ou cela. C'est pour cette raison qu'avant que vous ne fassiez quoi que ce soit dans un projet, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. L'environnement dans lequel vous êtes en train de déployer votre projet est important. Vous devez prendre tous les risques qu'encourt votre projet en les déployant quelque part. Comprenez que l'analyse des risques doit se faire avant pour éviter des situations qui peuvent être ingérables au niveau des opérations qui sont engagées, okay, qui engagent des acteurs qui travaillent et des coûts, et que cela peut entraîner. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, il y a deux points que moi, j'ai soulevé de mon côté et je pense que c'est très primordial pour tout projet. C'est que vous avez parlé, vous avez dit qu'un projet, c'est gérer les Ouais. ressources. Et dans les ressources, nous avons les ressources OK. humaines, mais aussi nous avons des ressources en termes de budget, en termes d'argent. OK. OK? OK. Alors, je vais poser une question avec deux volets. OK. C'est que je voudrais savoir comment ou soit quelle est l'importance de la communication OK. dans la gestion d'un projet. Parce que la communication, c'est entre humains. On peut avoir un projet, on peut avoir une vision, on peut avoir l'objectif que l'on veut atteindre, mais c'est quoi l'importance de bien communiquer cela à tout le monde, mais aussi comment évaluer et ajuster un budget dans un projet. Parce qu'aujourd'hui, OK, je veux construire, je ne sais pas, une maison, ça va me coûter 100 000 dollars.
euh, il y a très sûrement des choses qui vont venir, qui vont me dire, OK, il faut rajouter 20 000, il faut rajouter autant, et ainsi de suite. C'est qui va perturber complètement ce que j'étais en train de préparer au tout début. Ok. Comment justement me permettre de sécuriser tous ces éléments-là et de réussir mon projet? Parce que comme vous l'avez dit au tout début, il nous faut gérer les ressources, tant humains et aussi tant budgétaires. Ok, merci pour la question. Déjà, il faut comprendre que la communication entre les parties prenantes est le nœud qui favorise la réussite d'un projet. Alors, il faudra établir un système de communication qui favorise la cohésion des équipes et qui évite les conflits de compétences et les défis d'autorité. Très souvent, vous avez des difficultés en fonction de l'environnement dans lequel vous vous situez. Je m'explique. Lorsque je vais, par exemple, gérer un projet dans une entreprise, je suis un agent extérieur. On m'appelle seulement pour gérer un projet. Souvent, qu'est-ce que vous rencontrez là-bas? Vous rencontrez des personnes qui ont des compétences, deux fois les mêmes compétences que vous, mais qui ne sont pas mises sur le projet. Et ces personnes-là peuvent être un frein au développement de votre projet. Est-ce que vous saisissez? Effectivement. Alors, déjà, au départ, ce que vous devez faire, c'est quoi? Avant de pouvoir signer, si on vous appelle pour aller gérer un projet, qu'est-ce que vous faites? Vous devez définir les limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me retrouve dans un environnement lambda. Je dois signer un contrat avec une entreprise. Et ce que je fais, c'est quoi? Déjà, puisque l'entreprise est partie prenante, je dois bien communiquer avec cette entreprise. Quels sont les acteurs de l'entreprise qui influencent directement les résultats de mon projet? Vous comprenez? Est-ce que Ouais. lorsque vous me donnez de pouvoir gérer votre projet, les chefs qui sont dans votre entreprise-là viendront me voir après, me poseront-ils des questions? Est-ce que je leur dois des réponses? Qui, dans votre équipe, doit être en contact avec moi? Comment est-ce que nous établissons la communication entre vous et moi pour effectuer le rapport, par exemple, dans le rapport d'évolution du projet? Comment est-ce que ça se fait? Là, c'est au niveau organisationnel pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'à un moment donné, on peut vous donner des objectifs. L'entreprise vous dit, par exemple, voici ce que vous allez réaliser. Mais quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Les acteurs internes dans cette entreprise vous mettent des crocs en jambes et vous empêchent d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'ils Ouais. maîtrisent leur environnement. Vous comprenez? Mhm. Et si, Ouais. dès le départ, vous n'avez pas bien communiqué avec l'équipe organisationnelle, avec la structure, pour savoir qui fait quoi et quel est le degré d'implication sur votre projet, vous pouvez échouer le projet. On vous taxe tout. Et au moment où ce sont les acteurs de cette entreprise qui vous ont empêché de réussir ce projet-là. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? Effectivement. Ouais. Voilà. Maintenant, du point de vue organisationnel, lorsque vous recevez maintenant le droit, le pouvoir, on vous le donne pour pouvoir gérer vos équipes. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, vous devez comprendre que l'humain est compliqué, il est complexe à gérer. Et Ouais. chacun se comporte de manière tout à fait différente. J'ai lu, souvent je lisais dans les revues à Harvard, il y a un livre que l'on avait écrit, on a dit comment gérer des surdoués. Aujourd'hui, vous pouvez être un chef de projet, mais vous vous trouvez, vous êtes en train de gérer des gens qui sont beaucoup plus compétents que vous. Mhm. Vous vous retrouvez en train de manager des personnes qui ont beaucoup plus d'arguments que vous. Et si Mhm. vous ne vous affirmez pas, ces personnes-là risqueraient de vous poser des problèmes. Imaginez-vous, vous êtes Ouais. un chef sur un projet et que vos subalternes ou vos collaborateurs sont en train de vous porter correction d'une certaine façon. Vous voyez ce que ça fait? Ouais. Mhm. Voilà. Ouais. Alors, C'est difficile. Ouais. oui, c'est très, très, très compliqué. Alors, ce que vous faites, c'est quoi? Dans votre management, qu'est-ce que vous faites? Dans la manière selon laquelle vous collaborez avec eux, la manière selon laquelle vous organisez la communication avec eux, vous échelonnez votre communication. Vous donnez accès à vous, par exemple, à des chefs d'équipe. Vous dites, par exemple, voilà comment est-ce que nous allons devoir communiquer ici. Pour que l'information parvienne à l'acteur qui est sur terrain, voilà comment est-ce qu'on va devoir communiquer. On va mettre des post-it dans le bureau. Quand vous y passez, vous allez regarder, il y aura toutes les instructions sur une semaine, par exemple. OK? Et que chaque chef d'équipe puisse répéter cela dans son équipe. C'est une façon aussi d'organiser la communication au niveau des entités. Pourquoi est-ce que c'est important d'organiser cette communication au niveau des entités? Tout simplement
simplement parce que dès le moment où les personnes qui travaillent sur le projet ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, on a un problème. À un moment donné, vous avez des personnes que vous avez choisies. Si vous avez fait un mauvais casting, parce que ça arrive, je répète encore, si vous avez fait deux fois un mauvais casting, vous pouvez avoir un chef qui arrive sur le terrain qui ne connaît pas ses responsabilités. Vous lui avez dit, voici ce qu'il faut faire. Vous lui avez donné un cahier de charge. Vous lui avez donné une feuille de route. Mais il ne sait pas communiquer avec ces personnes-là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un chef dans votre bureau, par exemple. Vous n'êtes pas un homme de terrain. Ça dépend de chacun. Et si, par exemple, vous êtes en train de gérer un personnes qui savent comment responsabiliser les autres par rapport à des opérations. Et pour le faire, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils organisent un moyen de communication, qui leur permette à chacun d'entre eux de pouvoir faire parvenir le message de manière très correcte. Alors, au-delà de ça, vous pouvez aussi encourager vos chefs d'équipe à pouvoir choisir des personnes au milieu des acteurs avec lesquels vous travaillez pour pouvoir les seconder. Alors, qu'est-ce qui se fait? Si, par exemple, le chef d'équipe ne sait pas communiquer correctement avec certaines personnes parce qu'il est trop autoritaire et que les gens n'arrivent pas à le saisir correctement, les acteurs qui sont sur terrain là, qui peuvent vous saisir, vous, et qui sont parmi eux, peuvent bien véhiculer le message. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, du coup, ce que vous faites, c'est quoi? Vous êtes en train d'ajuster votre communication au fur et à mesure que vous arrivez à appréhender le fonctionnement de vos équipes. Donc, si vous arrivez à cerner qu'au milieu des agents que vous avez là-bas, il y a quelqu'un qui saisit facilement et qui a de l'influence sur des personnes, sur des équipes sur le terrain, vous le responsabilisez. Donc, vous pouvez peut-être transmettre un message correctement. Vous dites, par exemple, voilà ce que nous allons devoir faire. Les objectifs journaliers à atteindre, les voici. Vous avez parlé et c'est de manière correcte. Et les chefs d'équipe à qui vous donnez des responsabilités n'arrivent pas à communiquer correctement. Mais si vous avez une autre personne dans cette équipe à qui vous avez donné une certaine responsabilité et qui a des capacités de communication qui sont beaucoup plus fluides, il peut seconder son chef et ainsi le message peut passer correctement et les objectifs peuvent être atteints du jour le jour. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire, vous risquez de ne pas atteindre les objectifs journaliers et connaître beaucoup trop de retard dans l'exécution de votre projet. C'est pour cette important et c'est pour cette raison que la communication est importante. Et pour répondre à la deuxième question, comment ajuster un budget d'un projet? Alors, il y a vous ne me l'avez pas posé, il n'y a pas eu aussi des situations pour faire appel à cette question-là. C'est la gestion du portefeuille. Parce que puisque vous me parlez de comment ajuster un budget, déjà, un portefeuille, c'est quoi? Je vais faire simple. Un portefeuille est constitué de 3 éléments. Les programmes, les projets et un portefeuille subsidiaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un programme peut être sur 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 années ou 80 années. Et dans ce programme-là, vous avez des projets. Et ces projets peuvent être des projets de 2 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, de 7 mois, de 8 mois, de 9 mois, de 10 mois, voilà, ainsi de suite. Et maintenant, vous avez un portefeuille. Et ce portefeuille-là comprend absolument tous les coûts que doivent entraîner votre projet. Et maintenant, à côté, lorsque vous avez fait des analyses des risques, les risques, si ces risques-là doivent arriver et que vous devez faire face à ces risques-là, quels sont les coûts que ces risques-là vont entraîner? Et ces coûts-là doivent être budgétisés aussi. Est-ce qu'on se comprend? Oui, ces effectivement. risques-là doivent être budgétisés. Maintenant, je rentre un tout petit peu. Lorsque vous êtes en train des projets, et comme ça, les programmes, les projets et votre portefeuille subsidiaire, votre portefeuille là, au-delà de vous aider au-delà de vous aider à pouvoir gérer financièrement certains risques, il a aussi un budget excédentaire qui vous permet, vous pouvez le chiffrer, hein, vous pouvez peut-être le dire, par exemple, il va être de 10% du montant global du projet. Donc, vous le mettez comme ça, sur base de certaines analyses. Vous dites, par exemple, ce que je suis en train de faire comme travail par rapport aux risques que je suis en train d'analyser. C'est vrai que j'ai évalué les risques. Je peux dire que, par exemple, ça peut prendre 20%, 20 ou 30% du montant global de toutes les opérations que nous allons faire et vous ajoutez un coût excédentaire, par exemple, de 10 ou de 15% qui va faire à ce que, à chaque fois que vous avez un problème, vous avez une ligne de décaissement des fonds sans pour autant impacter le budget
de départ que vous avez défini pour le projet. C'est pour cette raison qu'il va falloir que vous puissiez avoir un portefeuille, parce que le portefeuille, il vous permet de savoir quels sont les mécanismes que vous allez engager pour pouvoir décaisser certains fonds sans pour autant influencer tout le projet ou influencer le budget total qui a été fixé pour le projet. Est-ce que ça va? Oui, 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 oui. C'est très bon, oui. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je vais chuter avec deux questions. Je pense D'accord. que c'est très important. Euh, Au tout début, vous avez parlé de KPI, donc des indicateurs de performance. OK. Et puis, par après, j'aimerais aussi rajouter une autre question. Donc, je vais d'abord me concentrer sur les KPI. Selon vous, quels sont les principaux indicateurs de performance à surveiller lors de la gestion d'un projet? Ça, c'est la première question. Et pour finir, la dernière, ça sera comment mener une évaluation post-projet pour en tirer des leçons et améliorer les processus futurs. Pourquoi j'ai prévu cette question? Parce que ce soir même, j'ai vu, il y a un tweet, il y a un message du ministère des Finances. Nous avons lancé un projet logiciel en RDC qui permet par exemple d'acheter nos plaques d'immatriculation directement via Internet. Il y a un Mhm. site, on va se rendre sur ce site web, on achète notre plaque d'immatriculation, on peut même réserver notre carte rose, ainsi de suite. Je n'ai pas encore pris le temps de vérifier tous les éléments, mais c'est un très bon projet. Mais en tant qu'expert en projet, que pourriez-vous nous dire pour la gestion post-projet? Comment évaluer cela? Comment gérer cela? OK. Déjà, je vais répondre à la première question avec la dernière. S'agissant de KPI, indicateurs qu'on appelle les indicateurs clés de performance à surveiller, déjà, comprenez que les KPI sont différents d'un projet à un autre. Alors, la chose qu'il faut savoir avec les KPI, c'est comment les prélever sur un projet, sur un business, quel qu'il soit. Comment savoir que ça, c'est un KPI? Comment, comment arriver à prélever cela? C'est là la question la plus importante qu'il faut se poser. Déjà, si je vous dis d'emblée que voici les KPI, ça serait un mensonge. Oui. Pourquoi? Parce que les KPI doivent me permettre d'évaluer un travail. Donc, les KPI, par exemple, que je dois évaluer pour des militaires qui sont au front sur un champ de bataille, ne sont pas les mêmes que ceux que je dois évaluer lorsque je lance un site de vente en ligne. Est-ce qu'on se Mhm. comprend? Oui. J'ai parlé il n'y a pas longtemps d'une application, par exemple, de sécurité, n'est-ce pas? Oui. Oui. Dans ce cadre-là, je peux avoir comme indicateur clé de performance, par exemple, le temps de réponse. Est-ce que vous Mhm. comprenez? Je peux Oui. avoir, par exemple, le temps de réponse comme indicateur clé de la solution. Pourquoi? Parce Mhm. que lorsque quelqu'un appuie sur une touche dièse, par exemple, pour envoyer un signal au terminal quelque part, quel est le temps de réponse entre l'appui sur la touche et le signalement dans nos serveurs pour que nous puissions déployer des services de récupération ou de sécurisation sur le terrain. Donc là, ça peut être un élément qui vous permet de pouvoir évaluer la performance de votre solution sur le terrain. Donc là, vous avez votre KPI. Mais, par exemple, lorsque je lance un site de vente en ligne, là, je ne parlerai pas, par exemple, de... Je peux aussi, par exemple, pour le site de vente en ligne, je peux dire, par exemple, l'accessibilité. Donc, 24 heures sur Mhm. 24. L'accessibilité 24 heures sur 24 peut être un indicateur clé de performance. Pourquoi? Parce que la boutique, elle est accessible. Je peux effectuer des paiements en ligne 24 heures sur 24 heures. Alors, le temps, Oui. l'accessibilité peut être un indicateur, OK, qui influence directement mon résultat. Parce que si il y a des acteurs, par exemple, qui travaillent toute la journée et qui ne sont libres que le soir. Lorsqu'ils rentrent, ils se reposent à la maison et il peut maintenant aller faire des achats en ligne parce que demain, il va encore aller au boulot. Alors, si cette personne, par exemple, à 18 h ou à 20 h, vous fermez et qu'il n'y a pas de possibilité de paiement en ligne,
Donc, il y a une partie de la clientèle que vous n'allez pas pouvoir atteindre. Donc, dans ce cadre-là, l'accessibilité sur votre site et la possibilité de paiement devient un indicateur clé de performance. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Effectivement. Après, je peux aussi prélever, je prends un peu des exemples vaille que vaille pour que vous compreniez la complexité des KPI et leur différence dans leur environnement. Par exemple, nous sommes sur un champ de bataille. Les militaires sont sur un champ de bataille. Et que nous voulons que nous puissions donner l'impression aux ennemis que nous nous battons 24 heures sur 24 sans relâche. Au moment où je sais qu'un militaire ne peut pas tenir une arme 24 heures sur 24 heures, il va se fatiguer parce que l'arme paye et puis il y a des crépitements des balles, ça va le fatiguer. Alors, comment est-ce que vous allez déployer, par exemple, 3 ou 4 équipes? Comment est-ce que les équipes vont devoir se relayer sur terrain pour laisser passer la deuxième équipe à la première pendant que la première est en train de replier et donner l'impression à l'équipe adverse ou à l'équipe ennemie que nous sommes toujours en train de combattre? Vous voyez, ça sont des KPI qui peuvent vous permettre de savoir. Par exemple, vous pouvez intégrer dans cette solution-là les tirs de sommation. Donc, dès le moment où on commence à tirer des balles qui se séparent, par exemple, de 2 secondes, lorsque nous le faisons, l'autre équipe peut savoir directement que non, là, on nous appelle pour pouvoir prendre la première place et continuer la bataille. Est-ce que vous comprenez? Donc, de cette façon-là, les indicateurs qui nous indiquent les techniques, les stratégies de déploiement sur terrain deviennent tout autres. C'est pour cette raison que dès le moment où vous m'avez posé la question de savoir les KPI, vous m'avez demandé de vous donner les KPI. Je me suis dit, bon, c'est une question complexe et c'est une question en même temps vague. Pourquoi? Parce que les KPI se différencient d'un domaine à un autre. Voilà. Donc, pour cette question, j'espère que c'est clair, à moins qu'il y ait des personnes qui voudraient que je puisse pouvoir continuer là-dessus. Je vais répondre à la dernière question. Vous avez dit, c'est comment mener une évaluation post-projet, si je me rappelle bien. Oui, c'est effectivement ça. Alors, déjà, dans mes formations en management de projet, c'est quelque chose que l'on fait. Dans notre langage, on appelle ça le retour d'expérience. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux venir à vous, je vous présente le projet. Vous dites par exemple, OK, voilà, je vais devoir faire ce projet. OK? Maintenant, dans l'organisation du projet, du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que je fais? Je retrace absolument toutes les opérations, les coûts que cela va entraîner, les moyens qui vont être engagés. Je fais un calcul de tous ces paramètres-là et je vous dis par exemple, pour ce projet, voici ce que nous allons devoir faire. Voici combien de les personnes qui vont devoir travailler dessus. Voici les moyens qui doivent être déployés et les coûts que cela va devoir entraîner. Après, je vous dis, voici les risques qu'on encourt en faisant ça, ça et ça. Voici les éléments que nous avons pris pour pouvoir amortir le choc s'il arrivait qu'on soit confronté à telle difficulté. Alors, quand on prend tous ces paramètres-là, avant d'avoir même lancé le projet, je vous dis par exemple, votre projet va me coûter 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Avant d'engager ne serait-ce qu'un seul dollar dans le projet, vous connaissez l'entreprise, quels sont les moyens, comment est-ce que cela va être des variables qui vont changer par rapport à l'environnement, par rapport au prix, par rapport à l'atmosphère. Toutes ces variables-là sur le projet, vous aurez absolument ce qu'on appelle le retour d'expérience. Donc, c'est avant de l'avoir amorcé. Vous Effectivement, oui. Voilà. Alors, pour pouvoir le faire, vous avez plusieurs questions que vous devez devoir vous poser. Plusieurs questions que vous devez devoir vous poser par rapport au solutionnement de votre question. Déjà, lorsque vous avez votre projet, vous devez avoir absolument toutes les compétences requises. Vous allez bien me dire, mais vous ne faites allusion qu'à des compétences. Regardez, très souvent, j'ai rencontré des personnes, on vous dit aux Émirats Arabes Unis, par exemple, j'ai entendu la personne qui a construit le Tour Khalifa, les ingénieurs qui ont été déployés pour ce projet-là, ils ont fait tel projet, tel autre projet, en Angleterre, aux États-Unis. Et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas des ingénieurs pour comprendre les ingénieurs qui ont fait ce projet-là? Alors, en regardant, on se rend compte d'une chose.
les compétences à ce niveau, c'est l'élément important dans comment dire, dans la contraction de ce type de projet-là. Donc, votre capacité à pouvoir anticiper absolument les risques, les variables qui vont devoir être influencées par l'environnement, par le coût, par tout ça, c'est ce qui dit que vous êtes un bon gestionnaire de projet ou pas. Donc, si j'arrive et que je vous dis, par exemple, que votre projet, que vous voulez réaliser là, le temps qui est fixé pour ce projet-là, eh bien, déjà de ce fait-là, vous avez fait votre évaluation post-projet. Ainsi, vous donnez la possibilité à votre client de pouvoir décider oui ou non s'il va vous engager pour ce projet ou pas. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour tous les éléments. Moi, c'était ça mes questions. Sûrement qu'il y a d'autres questions auprès des personnes qui sont en train de nous suivre. C'est le moment des questions. Donc, nous allons passer à cette phase. Si vous avez une question, vous n'avez juste qu'à lever votre main. On va vous accorder la parole et vous pouvez poser votre question directement à Monsieur Annick. Question de savoir tout ce qu'il faut pour réussir un projet. Si vous avez une question, vous n'avez qu'à lever votre main, comme ça, vous pouvez directement la poser à Monsieur Annick et il est un Puis, peu on pour va pas vos répondre. difficultés Je sais pas et s'il on y a va une tenter question. d'y répondre. Et voilà. Effectivement. Je sais pas s'il y a une question. Non, apparemment, il n'y a Vous pas de n'avez question. jusqu'à lever votre main et puis. Ok, il y a Monsieur Placide qui nous demande comment on fixe la durée d'un projet. OK, déjà, la durée de projet, elle est fonction des ressources que vous engagez. Je donne un exemple très, très simple. Supposons, comme je viens de le dire, supposons que vous devez construire une maison. OK? Et cette maison va être construite sur 200 mètres carrés. OK? Et Mhm. si vous engagez sur 200 mètres carrés un ingénieur avec 5 aides-maçons, par exemple, et que vous prenez des briques, vous dites par exemple, les briques que nous utilisons sont de 15 centimètres. Vous allez calculer comment dire, la dimension de la brique et de l'espace que va avoir votre mortier ou votre ciment. Et ça peut aller peut-être à 17, je ne sais pas comment, ça peut être peut-être 17 ou 20 centimètres par exemple. Et vous prenez ces 20 centimètres-là et vous calculez sur le périmètre que vous avez. Et maintenant, vous vous dites, bon, puisque nous n'avons qu'un seul ingénieur et que nous avons 5 aides-maçons, pendant 8 heures, puisqu'ils font par exemple un travail sur 8 heures en une journée, comment est-ce que, en fait, nous allons atteindre combien de périmètres, en fait, nous allons atteindre combien de mètres dans la construction en une journée. Alors, vous faites le calcul en fonction du matériel, en fonction de l'espace. Et ça vous dit, par exemple, si vous déployez, vous réussissez 10 mètres par jour, et bien sur 10 jours, vous aurez déjà réalisé tout votre projet. Donc, c'est ainsi qu'on le fait. Par exemple, lorsque vous développez une application, quelle qu'elle soit, vous dites par exemple, OK, le projet, il est grand. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez votre projet. Et après avoir divisé votre projet en sprints, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez une charge, une responsabilité à chacun d'entre vous. Et puis, vous dites maintenant, OK, cette tâche peut être réalisée en combien de temps? Si vous avez des experts, des personnes qui ont déjà travaillé sur ce type de solution, ces personnes peuvent vous dire, OK, pour ce type de solution, par exemple, pour pouvoir concevoir une page, donc pour travailler sur une page web seulement, une seule page, ça peut me prendre, par exemple, 8 heures de travail. Et du coup, comme vous savez que c'est 8 heures de travail en une journée, donc pour vous, vous dites, OK, donc il peut finir ça en une journée. Et vous ajoutez aussi une autre marge. Vous dites, bon, il peut aussi arriver qu'il ne soit pas trop performant ce jour-là. Donc, vous l'ajoutez par exemple 10 à 20% sur ce temps-là qu'il a fixé. Et c'est ainsi que vous pouvez vous dire, au lieu que je mette 8 heures, je peux mettre 10 ou 12 heures. Comme ça, je sais que ça peut être réalisé en une journée et demie. Alors, lorsque je prends tout le projet de cette façon-là, par rapport à chaque acteur qui va devoir exécuter le projet sur un temps donné, je peux maintenant calculer le temps global et puis je peux me dire, pour réaliser
tout le projet de cette application-là, il nous faudra par exemple 2 mois. Mais ces 2 mois-là sont calculés en fonction du temps imparti à chacun d'entre nous pour pouvoir exécuter les tâches qui nous permettent de réaliser la globalité de notre projet. Voilà. Ok. J'espère que la réponse a été correcte. Merci beaucoup, Monsieur Placide, pour votre réaction. Je ne sais pas s'il y a une autre question à poser à Monsieur Yann. Vous n'avez jusqu'à lever votre main et puis vous pouvez la poser. Il y a Monsieur Yves qui a levé la main. Monsieur Yves, vous pouvez poser votre question. J'espère qu'on m'entend Bonsoir, très bien parce que je suis sur écouteur. Ok, on vous entend très bien. Ok, voilà, j'ai quand même suivi une partie vu que je suis arrivé en retard. Mais merci déjà pour l'exposant qui nous a fait un exposé vraiment magistral et très compréhensible. Moi, ma question, elle était sur le fait que est-ce qu'il existe des métriques, des métriques d'évaluation de projet qui tiennent compte des différents endroits? Parce que vous voyez, production, dans des projets dans des projets de logistique et tout le reste. Est-ce qu'il y a des métriques qui changent selon les lieux, la culture de l'endroit et voilà, et des réalités de terrain des différents pays? OK. Monsieur Annick, je ne sais pas si je peux rajouter une autre question, celle de Monsieur Richard Soumouni, qui nous demande qu'en est-il de l'IA par rapport au métier de gestionnaire de projet et à l'exécution et suivi d'un projet. Donc, on va rentrer dans l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Alors, qu'en est-il de l'intelligence artificielle par rapport au métier de gestionnaire de projet et à l'exécution et suivi d'un projet? Alors, vous pouvez répéter la question parce que je suis en train de l'écrire là. Qu'en est-il de l'IA par rapport au métier de gestionnaire de projet au et métier... à l'exécution et suivi d'un projet? Ah, OK. Suivi. Voilà. OK, j'étais en train d'écrire la question parce qu'elle semble pertinente aussi. Voilà. OK. Donc, on va commencer avec la question de M. Yves. Alors, déjà, des métriques qui tiennent compte de certains endroits. Je dirais que oui et non. Oui et non, et ça dépend. Pourquoi oui et pourquoi non? Déjà, il faut comprendre que la science, elle est universelle. Et puisqu'il s'agit de la gestion de projet et qu'il s'agit des méthodologies, il s'agit d'une façon de faire. Et les procédures, les processus, il y a des éléments qui ont déjà été fixés au préalable. Maintenant, des métriques telles quelles qui tiennent compte de certains endroits, oui, il y en a. Pourquoi? Parce que déjà, la culture de projet dépend du cadre dans lequel vous voulez déployer le projet lui-même. Et la manière selon laquelle les communautés vivent peuvent ne pas vous rendre la tâche facile ou vous la rendre facile. Je vais être très direct. Supposons au cœur du pays de la RDC. Et là, il y a des personnes qui ne sont pas évoluées. Évoluées dans quel sens? Qui n'ont pas accès à des technologies, à des sciences, etc. Alors, dans cet environnement-là, lorsque vous voulez développer, par exemple, un projet, que ce soit, par exemple, des antennes ou que ce soit des antennes de télécommunication, qu'est-ce que vous faites? Généralement, on prend des personnes, on les recrute dans des villes et puis on les amène là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Oui. On les amène là-bas. Alors, vous allez dans une cité, dans un village, change en fonction de l'endroit. Et aussi, les paramètres
qui influencent certains éléments. Comme on le dit déjà, je vous l'ai vu au départ, l'environnement était un facteur, c'était un élément important qui influençait la métrique, l'environnement, les coûts. Et c'est ce que j'ai même dit un peu plus haut. Je parlais des variables. Et quand je parle de variables, vous comprenez que la notion de variable inclut le fait qu'il y a des choses qui peuvent changer, qui ne sont pas constantes, mais qui évoluent en fonction de l'environnement, en fonction de la situation, en fonction de la culture, en fonction des personnes. Donc, c'est des choses que vous allez devoir rencontrer. Lorsque vous êtes, par exemple, dans une zone dense, où il y a, par exemple, une masse importante des personnes, et que vous aurez par rapport à un environnement dans lequel vous êtes qui n'est pas dense, est tout à fait différent. Donc, pour être bref de ce côté-là, comprenez que les métriques, c'est vrai, ça change en fonction de l'environnement, non pas en fonction des techniques que vous utilisez. Des technologies que vous déployez, mais beaucoup plus, ce sont sociétés. Voilà. C'est pour cette raison que j'ai dit que oui et non. Oui, parce que il y a des choses qui ne sont pas communs à tout le monde. La manière selon laquelle vous développez un projet aux Émirats arabes unis, en Chine, aux États-Unis, ce n'est pas de la même manière que vous développez ce projet dans notre environnement. Et dès le moment où vous venez dans notre environnement, où les prix peuvent changer aujourd'hui et demain vous vous réveillez, vous avez un taux qui change complètement, ça change absolument tout. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que ces éléments-là viennent totalement changer la donne. Voilà. Alors, je vais passer à la question de M. Richard Soumouni. Il a dit, qu'en est-il de l'IA par rapport au métier de gestionnaire de projet et à l'exécution et au suivi d'un projet? J'espère que c'est ça. Effectivement, c'est ça. OK. Alors, déjà, l'intelligence artificielle aujourd'hui est venue rebattre les cartes de telle façon que l'homme est censé évoluer. Évoluer, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit des personnes utiliser des solutions IA pour tout. Par exemple, moi, avant, c'est vrai, je maîtrise très, très bien Excel, mais il m'est arrivé quelquefois de consulter de l'intelligence artificielle pour certaines choses. Puisque, par exemple, moi, je n'ai pas été un très, très bon programmeur parce que je ne me suis pas lancé dans la programmation. Mais aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive à faire uniquement avec des outils. J'arrive sur l'intelligence artificielle. Ah, qu'est-ce que je fais? Je lui pose une question et l'intelligence artificielle me donne un code. Et ce code-là, ce qu'il faut, c'est que je suis un informaticien, je sais ce qu'il faut faire, je prends l'environnement et je le déploie dans l'environnement. Je peux avoir une petite solution. Vous comprenez? Alors, l'intelligence artificielle dans le métier de gestionnaire de projet, c'est vrai, ça vient vraiment aider le métier de projet. Dans quelle mesure? Déjà, l'organisation des tâches. L'organisation des tâches pour des personnes qui n'arrivent pas à utiliser, par exemple, MS Project, qui est une application qui peut terroriser certaines personnes. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des petits projets, MS Project est beaucoup plus gros pour pouvoir vous faciliter la gestion des opérations à ce niveau-là. Alors, vous pouvez utiliser des outils IA qui peuvent vous permettre d'organiser des tâches. Vous pouvez organiser des tâches sur 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. Donc, vous n'avez qu'à entrer les données, vous posez des questions, vous les paramétrez, vous les réorganisez, et l'IA vous fournit absolument toutes les opérations que vous devez faire. Et vous, il vous suffit de faire quoi? De relire cela, de corriger certains éléments. Eh bien, voilà, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Et pour la suite de la question où vous parliez de l'exécution et du suivi d'un projet, personnellement, je n'ai pas trouvé d'application d'IA jusqu'ici qui soit capable de me faciliter le suivi, l'exécution et le suivi d'un projet. Et là, c'est dans un cadre très spécifique. Je m'explique. Par exemple, dans mon cas, lorsque j'utilise l'application comme MS Project, j'ai absolument toutes les ressources que je gère avec l'application. Ça inclut les coûts, ça inclut le temps, ça inclut les charges, ça inclut absolument tous les éléments que je viens de vous citer ici. Tous les paramètres dont nous avons parlé dans le projet ici sont inclus. Dans cette application-là, j'ai la possibilité de pouvoir avoir tous ces éléments-là. Donc, le rapportage, je vais avoir des graphiques, je peux faire des liaisons avec Excel, avec Power BI, avec Visio, qui me permettent de visualiser tout ce que je suis en train de faire. Je peux savoir, après un mois de travail, je peux savoir déjà que
le travail qui a été effectué ici, je l'ai réalisé à 20, à 30, à 40% uniquement en tenant en compte des paramètres que j'avais introduits déjà au préalable, pour lesquels j'avais fixé des limites. Vous comprenez? Et ça, c'est ce que font des applications comme MS Project, comme toute autre application. Mais j'espère bien, parce qu'avec l'IA, l'IA peut tout faire aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'ai pas encore trouvé d'application qui puisse me permettre de faire l'exécution et le suivi des gros projets jusqu'à ce jour. Ok. J'espère que les réponses plaisent à tout celui qui est en train de les poser. Alors, je vais chuter avec la dernière question de toujours M. Placide, qui demande comment faire comprendre à un porteur de projet que son projet peut prendre 2 ou 3 mois, sachant bien que lui pense que ça ne peut prendre une semaine, vu l'urgence qui s'impose. Peut-on abandonner le projet s'il n'est pas d'accord avec notre estimation? C'est un cas de la conception d'un logiciel. OK. Déjà, il va falloir, dans tout projet, il y a ce qu'on appelle un cahier de charge. Okay? Il y a ce qu'on appelle un cahier de charge. Donc, lorsque je vais voir un client ou un client vient à moi, le client me dit exactement ce qu'il veut que je puisse réaliser, de manière très spécifique. Il faut que les choses soient claires parce que je dois signer le cahier de charge. Je signe le contrat sur base de quoi? D'un cahier de charge où toutes les opérations ont déjà été énumérées. Donc, vous attendez à telle fonctionnalité, à telle fonctionnalité, à telle fonctionnalité. Et puis, je vous dis, voilà, telle fonctionnalité peut être réalisée dans autant de temps en fonction de quoi? Voici les difficultés, voici les défis. Donc, quand il vient, par exemple, vous avez quelqu'un comme celui-là qui vous dit non, la solution peut être déployée en une semaine. Déjà, c'est en fonction de quoi que lui vous dit que cette application peut être faite en une semaine. C'est en fonction de quoi? Alors, vous, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez faire des propositions. Vous pouvez faire même 2 ou 3 propositions. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, par exemple, OK, si vous voulez que votre application, nous la réalisons en une semaine, on va devoir mobiliser plus de personnes que ce qui était requis sur le projet. Donc, par exemple, comme nous devions réaliser le projet à 2 ou à 3 ou à 4, voilà, il va falloir doubler ou tripler l'équipe. Ce qui accroît aussi le budget que nous taxons. Vous comprenez? Donc, de cette façon-là, vous lui expliquez exactement toutes les tâches avec le cahier des charges, avec votre feuille de route. Vous lui expliquez, voilà, nous allons partir d'une tâche à une autre, une à une autre, et ainsi de suite. Et alors, lorsque vous tracez votre programme par rapport au temps et que vous êtes face à votre client, ce qui est justifié le pourquoi. Mais quand c'est accroître le budget ou je les laisse pendant le temps qu'ils m'ont proposé. Et ce sera à lui de choisir. Mais au moins donner la possibilité de pouvoir choisir en lui présentant tous les éléments. Très bonne réponse en tout cas, monsieur Yannick. Nous sommes en train de chuter. Nous avons une autre question. J'espère que Madame Nathalie sera rapide. Mais avant Madame Nathalie, il y a une question de projet Passard qui nous dit dans la gestion de projet, que signifie l'acronyme MEAL? Je pense en anglais, ça donnera quelque chose comme 1000. Madame Nathalie, pourriez-vous aussi poser là-dessus? Vous avez la parole, Madame Nathalie. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Madame Nathalie, vous pouvez activer votre micro et poser la question. Vous êtes là, Madame Nathalie? Il. Donc MEAL. Vous me saisissez? Oui, on vous saisit très bien.
Alors, l'acronyme, je crois que c'est anglais. C'est anglais, que ça veut simplement dire M, c'est monitoring. Donc, cela implique la collecte régulière des données d'informations pertinentes pour évaluer la progression du projet, donc par rapport aux objectifs définis. Donc, M veut dire monitoring. Et le E veut dire évaluation. Donc, l'évaluation qui consiste à analyser les données qui ont été collectées pour évaluer l'efficacité et l'impact du projet. Ça va? Et, le A, ça veut dire accountability. Accountability, ça veut dire responsabilité. Et le L veut dire learning, donc apprentissage. Donc, quand on parle d'apprentissage ici, ça consiste tout simplement à tirer des leçons du succès et des échecs du projet. Alors, il s'agit d'identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré pour des projets futurs. Voilà. Okay. Merci beaucoup, M. Yannick. Madame Nathalie, apparemment, elle a quitté. Elle a sûrement un souci avec sa connexion. Alors, je vais partager à qui le veut le contact de M. Yannick. Comme ça, en cas de besoin, voilà, il y a Madame Nathalie qui vient de m'écrire justement pour dire qu'elle a un problème de connexion. Okay. Je partagerai le contact plutôt de monsieur Yannick à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une adresse email où on peut vous contacter, monsieur Yannick, ou un numéro de téléphone que je peux envoyer dans le chat. Comme ça, tout le monde peut voilà, vous poser d'autres questions en cas de besoin ou soit vous solliciter pour d'autres services. Ah oui, ok. Vous pouvez leur donner mon adresse email que vous avez et mon numéro, pas de souci. Pas de souci. Donc, c'est Yannick, non, Yannick. C'est Yann Kiliba. Ok, Yann Kiliba, arrobase. Émerge. Bonjour, monsieur Claire. Bonjour, madame Nathalie. Nous vous écoutons. Oui, je m'excuse. En tout cas, mon téléphone est en train de bugger ici. Je ne savais pas comment répondre parce que à tout moment, ça me sort de la réunion de temps à autre. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, on comprend parfaitement. C'est pourquoi je n'ai même pas suivi. Quand je suis en train d'entrer, je sors. J'entre, je sors. Je n'ai même pas bien suivi. Donc, ça me mettait vraiment en retard. Ok, on comprend parfaitement. Sinon, vous avez une question pour M. Yannick? Comme aussi, je ne vous ai pas bien suivi. J'ai juste suivi les débuts quand il s'est présenté consort et tout, mais tout ce que vous avez dit, je n'ai pas pu bien suivre. En tout cas, je suis sincère envers ça. Ok, d'accord. Alors, ce qui va être fait, c'est qu'on va mettre la rediffusion du webinaire sur YouTube. On va vous envoyer le lien. Comme ça, après, vous pourrez poser des questions à M. Annick. On vient d'envoyer justement son adresse email dans le chat. Vous pouvez le récupérer et après, vous aurez envoyé tout ce qu'il y a comme question. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci, M. Claire. Merci beaucoup. Monsieur Lewis, pour finir, on va chuter avec vous. Vous pouvez poser votre question. Vous êtes là, M. Lewis, vous pouvez activer votre micro, comme ça, M. Annick peut répondre à votre question. Bonsoir. Bonsoir, M. Lewis. On va s'excuser d'abord parce qu'on vient de participer avec un grand retard. Parce que ma préoccupation était ce que vous venez de donner comme directive à maman Nathalie. Parce que j'aurais besoin de suivre ça correctement du début jusqu'à la fin pour que je puisse avoir assez d'informations sur ça. Alors, on pourra revenir prochainement pour reposer des questions. D'accord. Nous allons partager le lien YouTube pour suivre les diffusions pour ce numéro. Il n'y a pas de quoi. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. C'est le 16e que nous avons organisé sur Tuliga Talk. Merci à Yannick. Ça a été un très, très bon webinaire. Il y a sûrement beaucoup de choses qui ont été captées en termes de leçons pour tout le monde.
Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris lors de ce webinaire. Je tiens vraiment à vous en remercier et je vous remercie aussi de la part de tout le monde. C'est justement ça l'esprit de Tulidia Talk, c'est de réunir des experts qui peuvent nous partager de leur expérience, de leurs connaissances pour nous permettre de nous améliorer dans ce que nous faisons, que ce soit d'ordre entrepreneurial ou d'ordre digital. Donc, nous invitons des candidats ou des experts qui peuvent nous parler du digital et de l'entrepreneuriat chaque dimanche à 20h, heure de Lubumbashi. En tout cas, merci beaucoup Yann. Je ne sais pas si tu es encore là. Merci, je suis là, je vais vous écouter. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire à mon mail, je vais vous répondre. Et voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup Yann. Le mail, il est dans le chat. C'est yankilouba@emergeleadershipacademy.co. D'ailleurs, il y a une formation que tu vas tenir au mois de mars, comme j'étais en train de le dire. Ça sera du 11 au 23 sur le project management. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez vraiment être des bons gestionnaires de projet, je vous invite à prendre part à cette formation. Pour plus d'éclaircissements, vous n'avez qu'à contacter Yann Kilouba @gmail.com ou soit écrire carrément à l'adresse email d'Emerge Leadership Academy. Donc, je pense c'est info@emergeleadershipacademy.co et vous pouvez vous inscrire à cette formation-là. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain où nous allons interviewer une autre personne, nous allons échanger avec une autre personne qui va aussi nous parler d'autres choses pour justement nous affermir et que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Merci.